outro fator é entender que antes Toda a experiência é esta série. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Sandrine Cotte, vous avez publié au Seuil donc Organiser le monde, une autre histoire de la guerre froide, qui est une étude donc centrée sur les organisations internationales, et vous les définissez à la fois comme des actrices et des points d'observation, des observatoires de la guerre froide. Donc je voudrais revenir tout simplement en première question sur votre démarche de recherche. En quoi est-ce que ces organisations permettent d'étudier autrement la guerre froide ? Alors, je vous remercie parce que c'est une question évidemment centrale pour mon livre. Donc, en réalité, comme je l'explique dans l'introduction de ce livre, je suis partie, j'avais pas du tout l'intention de travailler sur la guerre froide, à vrai dire, et je travaillais sur les sources des organisations internationales pour regarder comment l'Est et l'Ouest parlaient d'une même voix sur les questions de modernité. Et j'ai trouvé par hasard ce rapport de David Morse, qui est le directeur général du Bureau international du travail, et qui se rend en 1949 en Pologne et en Tchécoslovaquie. Et dans le rapport de mission de David Morse, il explique que bien en fait il n'y a pas de guerre froide, que c'est un malentendu et que les choses vont changer rapidement, etc. On est en janvier 49, donc au plein cœur de ce qu'on appelle généralement la guerre froide. Et donc moi j'étais quand même surprise véritablement. Ce qui est intéressant dans les sources des organisations internationales, c'est qu'elles sont toujours surprenantes. Donc j'étais très surprise. Bon, après le rapport a été barré, donc j'ai vu les différentes versions du rapport, et puis le rapport final, bien sûr, cette partie-là est éliminée. Mais ça m'a quand même interrogée. Je me suis dit, bon, peut-être que là, dans ces organisations, il se passe autre chose et qu'on a un autre récit de la guerre froide si on regarde les organisations internationales. Et du coup, je suis allée voir les sources d'autres organisations. Donc, j'ai commencé par l'OIT, puisque c'était ce sur quoi je travaillais. Moi, je suis plutôt une historienne du travail à l'origine. Et puis, je suis ensuite allée voir les archives de l'ONU, en particulier la Commission économique pour l'Europe, les archives se trouvent également à Genève. Elles sont relativement bien classées, puisque toutes les archives des organisations internationales ne sont pas bien classées. Je suis allée voir à l'UNESCO, je suis allée voir ensuite à l'UNIDO, etc. On en reparlera, d'autres organisations. Et au fond, un peu partout, si on regarde les archives, pas si on regarde bien sûr les documents publiés qui sont les comptes rendus de séances publiques, mais si on regarde les archives, c'est-à-dire ce qui se passe dans les secrétariats des organisations, alors là, on a une vision très différente. Et du coup, j'ai creusé parce que ce qui m'intéressait, c'est de voir, en fait, je dirais trois choses. La première, qu'est-ce qui s'échange dans ces organisations ? La deuxième, comment ça s'échange, c'est-à-dire quels sont au fond les acteurs de ces échanges et qu'est-ce qui fait que ça... Et la troisième, les modalités, en fait, comment les gens se parlent et comment ils arrivent à précisément, au fond, élaborer des épistémés communs, puisque c'est effectivement ce qui se passe. Et donc, les archives des organisations internationales, elles permettent de regarder ça. Et c'est des lieux, oui, parce que les organisations internationales, elles sont faites pour rassembler les gens, donc on a tout le monde. Elles sont donc extrêmement commodes. Alors, on pourra me dire, mais c'est un biais de la recherche énorme, puisque évidemment, vous avez là, et vous trouvez à la fin ce que vous avez mis au début, puisque vous avez des organisations. Certes, mais il y a quand même une réalité derrière, c'est-à-dire que c'est pas que c'est moi qui invente. La réalité, je ne dis pas que les organisations internationales permettent de regarder toute la guerre froide, mais elles permettent de regarder des choses que l'on ne voit pas si on regarde uniquement ce qu'ont fait beaucoup des gens qui ont travaillé sur la guerre froide, c'est-à-dire les archives diplomatiques et en particulier les archives diplomatiques américaines. Donc voilà, c'est une vision différente et une vision différente qui s'inscrit en fait dans une historiographie maintenant, disons, vieille d'une dizaine d'années à peu près, qui a commencé beaucoup en Finlande. Il y a toute une école finlandaise très intéressante. Et puis, moi, ce que j'apporte à cette historiographie, c'est justement le regard organisation internationale, qui d'ailleurs est en train de se nourrir aussi d'autres travaux maintenant. Il y a des travaux sur 2 organisations spécifiques qui montrent ça. Voilà. Donc, en gros, c'est pour ça que j'ai choisi d'entrer par les organisations internationales. En fait, je n'ai pas choisi, c'est les organisations internationales qui sont venues à moi pour m'obliger d'une certaine manière à repenser la guerre froide. Et ce livre est en fait le fruit de cette rencontre. Alors du coup, à partir des organisations internationales, vous travaillez sur un ouvrage qui est plutôt en déroulement chronologique et sur différents internationalismes. Alors vous avez déjà un peu défini ce que c'était, mais est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion qui, quand on pense au monde ouvrier, a un sens bien précis, mais qui dans le cadre des organisations internationales est un peu plus large en fait. Oui, alors c'est intéressant parce que même mes étudiants disent toujours internationalisme, pour eux c'est la gauche.
Alors, l'internationalisme, c'est la gauche, et en réalité, l'internationalisme de gauche, enfin, c'est-à-dire tel qu'il a été formulé par Marx, en fait, hein, en 1848, avec le manifeste, c'est une réponse à l'internationalisme libéral. Hein. Il s'inscrit, en fait, en réponse à l'internationalisme libéral. Le premier internationalisme est évidemment libéral, on l'a oublié. Il y a une défense de cet internationalisme, y compris dans le libre-échange. Hein. Évidemment, toutes ces organisations sont libre-échangistes, hein, même et surtout l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Donc, il y a vraiment l'idée qu'en commerçant, eh bien, en commerçant, on va créer la possibilité de la paix d'abord, qu'on garantit la paix par le commerce. Ça, c'est une chose extrêmement forte chez Cobden en particulier, mais bon, on le voit tout le temps à l'Organisation internationale du travail, par exemple. Que le protectionnisme, c'est la guerre. Ça, c'est un discours qu'on entend jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a cette idée, effectivement, de la circulation des idées, du cosmopolitisme kantien, etc. Donc, il y a toute une tradition, en fait, libérale de l'internationalisme, et les organisations internationales en sont l'émanation. Alors, avant ces organisations internationales, il y avait des grandes associations, hein, qui ont en fait servi de terreau aux organisations internationales. On a oublié ça. Pour l'OIT, pour l'Organisation internationale du travail, c'est l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, hein, qui était une organisation déjà bien constituée, qui avait elle-même déjà fait des conventions. Donc là, ça a été bien étudié, y compris d'ailleurs par moi. Je ne suis pas la seule, mais il y a toute une historiographie là-dessus, donc on voit très bien. Donc il y a tout un internationalisme libéral qui se met en place dans le courant du 19e, qui vraiment s'approfondit à la fin du 19e siècle, et qui va donner naissance donc aux premières grandes organisations internationales, la Société des Nations, l'Organisation internationale du travail, dont celles qu'on appelle les grandes organisations intergouvernementales, ou officielles, comme ils disent par rapport aux associations antérieures. Voilà. Et puis, face à ça, on a, je dirais, moi, je définirais, il y en a plus évidemment, et surtout après, au moment de la guerre froide, je considère que le tiers-mondisme, c'est aussi une forme d'internationalisme, donc on y reviendra. Mais en tout cas, dans la première moitié du XXe siècle, et même avant, l'internationalisme socialiste, mais qui se fait quand même en réponse à l'internationalisme libéral. Bon, à la Fondation Jean Jaurès, bien sûr, vous connaissez très bien, donc je ne vais pas vous expliquer. Et puis ensuite, l'international communiste. Et n'oublions jamais l'internationalisme d'extrême droite, qui joue un rôle très important en fait dans mon histoire, parce que le nazisme, ça c'est aussi quelque chose que j'ai étudié récemment, mais bon, il y a aussi les travaux de Madeleine Herren et d'autres sur ce sujet, mais c'est récent, hein, où qui ont bien montré que, aussi nationalistes soient-ils, les partis d'extrême droite sont très connectés internationalement, et qu'il y a un véritable internationalisme d'extrême droite qui existe d'ailleurs jusqu'à nos jours. Il ne faut pas se faire d'illusions. On voit très bien les rapports entre Poutine et le Rassemblement national, etc. Donc, au fond, l'internationalisme libéral, ce qui va rendre possible la convergence que certains considèrent comme véritablement étrange, etc., entre l'internationalisme socialiste et communiste et l'internationalisme libéral pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment le combat contre cet internationalisme d'extrême droite. On ne peut pas comprendre l'antifascisme si on ne comprend pas que le fascisme, c'est aussi un mouvement international. Voilà, donc en gros, il y a ça. Alors après, comment on définit les internationalismes? Ça, c'est une chose toujours compliquée. Alors moi, en général, je distingue trois choses, mais c'est un peu... une simplification, bien sûr. Donc, il y a d'abord le projet, l'idéologie, c'est-à-dire véritablement se dire que l'internationalisme, c'est un projet politique avec un certain nombre d'objectifs. Et en ce sens, la guerre froide est vraiment un grand moment international, puisqu'on a des universaux qui sont formulés de chacun des côtés, avec véritablement l'idée qu'on va changer le monde sur la base de ces universaux. Donc il y a un vrai projet internationaliste. Donc, alors à gauche, où les socialistes, sociodémocrates et surtout les communistes, c'est l'égalité, c'est la paix, etc. Donc il y a tout un tas
et aussi, bon, il y a un certain nombre de thématiques très spécifiques qui sont très importantes pour l'internationalisme communiste, qui sont par exemple le droit des femmes. Ils ont beaucoup utilisé ça, la question de la famille, etc. Donc il y a vraiment des projets qui sont des projets tout à fait spécifiques. Bon, la planification, elle est partagée par tout le monde à cette époque. Et puis l'internationalisme libéral, bah, c'est la liberté d'entreprendre, etc. Donc là, il y a vraiment une vraie idéologie. Ensuite, deuxième niveau dans cet internationalisme, c'est la coopération. Comment en fait, la pratique de cet internationalisme, c'est le thème du livre justement de Talbot Imlay, hein, sur l'internationalisme en pratique, en fait, quand il parle de l'internationalisme des internationales socialistes. Donc, au fond, comment ça se passe, comment les gens collaborent. Et là, bien sûr, les organisations internationales sont géniales. Hein, c'est des lieux géniaux parce que c'est là où ça se passe, cette collaboration. Et puis, la troisième chose, c'est encore je dirais, c'est pas simplement les coopérations, et ça, c'est une chose que on a du mal à saisir, mais qu'on saisit bien dans les organisations internationales, c'est les circulations, qui sont autre chose. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose forcément, c'est pas une décision de coopérer, mais c'est le savoir qui circule par-delà, en fait, les solidarités déclarées, d'une certaine façon, qui créent des formes d'internationalisme qui sont peut-être un peu contre-intuitifs à certains égards. Donc, et ça, alors voilà, les organisations internationales sont des lieux extraordinaires pour regarder ça, parce que il y a l'organisation, véritablement, dans ces organisations, il y a l'organisation de la circulation du savoir et la circulation des expertises, etc., par des réseaux qui sont des réseaux non visibles, donc qui dépassent en fait les internationales instituées, des réseaux non visibles, qui peuvent être ce qu'on appelle donc des communautés épistémiques, c'est-à-dire des communautés de savoir, des choses comme ça. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas quand on regarde juste les internationales instituées, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant pour mon livre. Alors justement, dans ce combat contre le premier internationalisme d'extrême droite, Oui. vous avez mis en avant l'importance des réseaux sociodémocrates Oui. qui perdurent justement pendant la guerre froide. Oui. Alors, quel a été leur poids, qui sont ces figures qui circulent à la fois dans cette chronologie et entre l'Est et l'Ouest? Ah oui, alors là, j'ai été vraiment moi-même très surprise, mais encore une fois, je vous dis, les sources des organisations internationales sont surprenantes parce qu'elles décalent le regard de la place des sociodémocrates. Alors, je dis social-démocrate parce qu'en fait, c'est pas que c'est vraiment la grande mouvance social-démocrate. On a pas mal des gens qui viennent d'Europe du Nord, évidemment. Il y a aussi des Allemands. Et puis surtout, c'est des gens qu'on a oubliés, mais qui sont, à mes yeux, bon, moi j'avais travaillé sur l'Europe de l'Est et sur l'Europe communiste avant, donc je suis très attentive à ce genre de choses. Les sociodémocrates qui ont été contraints d'entrer dans les partis communistes au moment donc de la fusion forcée des partis communistes et des partis socialistes à l'Est, mais qui restent en fait, au fond, proches de ces réseaux sociodémocrates. Et on les a oubliés parce qu'on pense qu'ils sont tous des communistes. Mais dans mon livre, il y a beaucoup d'histoires de certains de ces anciens socialistes qui sont devenus communistes, certes, mais qui en fait restent connectés avec les socialistes, en particulier pour les Tchèques. Alors pour les Tchécoslovaques, ça joue un rôle. Au fond, il y a deux pays dans lesquels ça joue un rôle très important. C'est les Polonais, la Pologne, et la Tchécoslovaquie. Et surtout la Tchécoslovaquie. Pourquoi? Parce qu'en Tchécoslovaquie, il y a ceux qui sont restés à l'intérieur de la Tchécoslovaquie et qui ont fait carrière à l'intérieur du Parti communiste tchèque, et ceux qui sont partis, les exilés. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces gens, ils restent en rapport les uns avec les autres. Et ces rapports, on les voit bien dans les organisations internationales. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de ces Tchèques, alors moi je le sais parce que j'ai travaillé sur la sécurité sociale beaucoup, et il se trouve que les grands spécialistes à l'Organisation internationale du travail de la sécurité sociale sont les Tchécoslovaques. Et la plupart de ces Tchécoslovaques sont des socialistes. Ils sont tous en fait issus du rang du Parti socialiste tchèque. Bon. Et je vois comment, grâce à eux, en fait, grâce à cette Tchécoslovaque socialiste, membre de l'Organisation internationale du travail,
et qui souvent d'ailleurs ont perdu la nationalité tchèque parce qu'ils ont la possibilité de prendre la nationalité autrichienne. Hein, ça c'est tout un, ouais, alors la question de nationalité dans les organisations internationales, ça c'est tout un domaine en soi. On voit la fluidité en fait des appartenances nationales. Donc il y en a un qui est tchécoslovaque et puis 3 ans après on voit qu'il est, on voit qu'il est devenu autrichien. Bon donc, mais en fait bon moi je sais qu'ils sont d'origine et puis on voit la correspondance en tchèque. Hein. Donc et en fait ils restent en communication avec leurs collègues, bon leurs collègues anciens socialistes devenus communistes en Tchécoslovaquie et ça explique beaucoup en fait de ces relations, la manière dont ils peuvent organiser les rapports entre l'Est et l'Ouest en particulier. Donc là on a, alors ça n'empêche pas que la plupart de ces socialistes, puisque évidemment ils sont les mieux placés pour savoir ce qui est arrivé à leurs collègues, sont souvent férocement anticommunistes. Hein. Ça n'empêche pas, ça ne les rend pas très très favorables au communisme. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder la réalité à différents niveaux. Le fait que les gens soient anticommunistes n'empêche pas forcément qu'ils continuent à avoir des relations avec les acteurs ils ne font pas forcément une politique d'embargo. Myrdal, par exemple, social-démocrate suédois bien connu, hein, qui a dirigé la Commission économique pour l'Europe, qui est un membre fondateur et dirigeant, donc secrétaire de cette commission. Il n'est pas du tout pro-communiste. Mais quand il est entre 45 et 47 secrétaire du commerce ou ministre du commerce donc en Suède, il décide d'avancer, de développer les relations avec l'Union soviétique, hein, commencer avec l'Union soviétique, et ensuite quand il est à l'ECE, à la Commission économique pour l'Europe, il fait tout ce qu'il faut pour maintenir en fait les pays d'Europe de l'Est à l'intérieur de ce giron. Pourquoi? Ben d'abord, il les connaît bien, il en connaît beaucoup à l'intérieur de ces pays, donc ces fameux sociodémocrates qui ont été absorbés par le Parti communiste de manière forcée. Et puis, parce que fondamentalement, il est déjà dans la logique qui va être celle qui va dominer jusqu'à Helsinki, qui est qu'au fond, il y a des espaces de communication qui est effectivement la croyance dans la planification. Il est planiste, hein, c'est un social-démocrate hein, de l'après-Seconde Guerre mondiale, il est tout à fait planiste, même si dans ses discours, il montre très bien que la planification telle qu'il la voit lui, c'est pas la planification centrale communiste. Le planisme, quand même les questions sociales qui sont quand même centrales, les questions d'égalité homme-femme, etc. Tout ça, il y a quand même des convergences. Évidemment, il est parfaitement conscient du caractère dictatorial de ces régimes, là pour le coup. Hein, et il les condamne pour cette raison. Voilà. Alors, est-ce que c'est un aspect que vous abordez moins dans le livre, mais alors quelle vision les États de l'Est notamment portent sur ces membres de délégations internationales qui ont gardé des liens avec leurs anciens réseaux? C'est une chose dont ils ont conscience ou... Alors, ils les utilisent. D'accord. Parce que, alors c'est très intéressant. Hein, en fait, bon, moi j'ai regardé surtout parce que je les connais, les archives de l'Allemagne de l'Est, et donc évidemment j'ai un biais parce que l'Allemagne de l'Est entre officiellement dans les organisations internationales seulement en 1973, mais malgré tout ils observent beaucoup, puis surtout l'UNIDO, enfin donc l'Organisation pour le développement industriel, ils regardent. Et donc j'ai regardé pas mal les archives de la Stasi. Bon, évidemment. La plupart des envoyés des pays de l'Est, alors moi je ne les connais pas tous, mais on peut imaginer qu'ils font des rapports, bien sûr, hein, ils font des rapports, ils sont plus ou moins informateurs inofficiels ou officiels, etc. Mais ça ne veut pas dire, à l'Ouest c'est pareil à mon avis, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Donc simplement on ne s'interroge pas, mais il y a beaucoup d'États-Uniens, parce que moi j'utilise toujours ce terme-là, en pensant toujours à mes collègues d'Amérique latine qui sont absolument énervé quand on dit américain, donc il y en a un certain nombre que j'ai repérés. Je suis pas allée voir hein, dans les archives de la CIA, mais je suis sûre qu'ils livrent aussi des documents, des informations à la CIA. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font pas du bon travail par ailleurs. Hein. Je veux dire, moi, les gens qui espionnent ne sont pas forcément des mauvais professionnels par ailleurs. Hein. Donc il faut, non, mais si, il faut faire très attention avec ça. En particulier pour les Allemands de l'Est que j'ai observés qui sont des espions, puisque je les connais par les sources de la Stasi, ils sont des excellents professionnels dans les organisations internationales. Et d'ailleurs, ils sont d'une lucidité, mais absolument incroyable. Hein. C'est vraiment, ils ont très bien compris que le socialisme, dans les années 80, ils ont compris que le socialisme, c'était fini. Hein. Ils le disent. Ils disent, mais il faut qu'on s'adapte.
Parce que là, on est en train de perdre la main. Donc, pour revenir à votre question, comment ils sont vus à l'intérieur? Alors, il y a une seule thèse que je connaisse, qui n'est pas publiée par un chercheur américain, Porter, sur les soviétiques à l'intérieur de l'UNESCO. C'est une thèse formidable, où il explique vraiment très, très près. Alors, il a regardé les archives russes, etc. Et il montre très bien comment il y a un rapport qui est un rapport très ambigu en fait. C'est-à-dire que d'un côté, bon, ça c'est quand on connaît les régimes de l'Est, on comprend très bien. D'un côté, ils veulent utiliser les compétences de ces gens, et en particulier les anciens socialistes. Donc on voit très bien, alors on le voit en Pologne, on le voit en Tchécoslovaquie, ils les utilisent, mais en même temps, évidemment, ils en ont peur. Ils se disent, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, etc. Donc ils sont en permanence surveillés. Et il y a des stop and go en permanence, quoi. On les envoie, etc. Et la chose qui, moi, m'a frappée, c'est que, alors qu'il y a une compétence, d'ailleurs, qui est reconnue par les membres des organisations internationales, par les fonctionnaires internationaux, qui pour la plupart sont très anticommunistes, hein, ceux d'avant, donc qui disent, oh là là, on voit arriver ces gens, etc., ça va être horrible. Et en fait, ce qu'on lit dans les rapports, puisqu'il y a des rapports d'évaluation des fonctionnaires les uns par les autres, donc évidemment, ils sont assez formatés, mais malgré tout, il y a des petites choses qu'on peut voir, c'est qu'ils sont impressionnés par la qualité du personnel qui leur est envoyé. À partir, alors pas les soviétiques tout de suite, mais les Polonais et les Tchèques en particulier, qui sont les plus actifs dans les organisations internationales, parce qu'ils ont une tradition. Bon, ils sont impressionnés par la qualité, et de fait, cette qualité va largement baisser à partir du moment où cette première génération, donc celle des sociodémocrates, disparaît. Bon, au fond, dans les années 70, ils disparaissent parce qu'ils sont trop vieux, et qu'on a donc des nouveaux qui ont été formés, les cadres communistes, quoi, qui ont été formés dans le giron du parti. Et alors là, le niveau baisse, sauf pour les Yougoslaves, qui sont excellents. Alors les Yougoslaves, ils sont excellents sur toute la période, ils envoient des gens qui sont vraiment très, très, très bien formés. Et voilà. Donc, en gros, c'est toujours la même chose avec ces régimes. C'est-à-dire que les dirigeants de ces régimes, ils ont peur de leur population. Donc, ils ont peur des gens qu'ils utilisent. Voilà. Donc, c'est... alors, de temps en temps, ils les envoient dans les moments de ce qu'on appelle les moments de libéralisation, mais en fait, on ne devrait pas du tout les appeler comme ça, mais enfin, c'est comme ça qu'on les utilise. Et puis, d'autres moments, toc, ils retiennent. Donc, c'est... Voilà. Alors, parmi les grands noms de sociodémocrates que j'ai vu passer et qui ont retenu mon attention, il y a Bruno Kreisky, l'Autrichien, et Willy Brandt, l'Allemand. Ouais. Vous mentionnez leur passage par le groupe des socialistes démocratiques. Ouais. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même vision de l'Europe communiste et de la collaboration Est-Ouest, et pourtant, ils ont les mêmes liens historiques avec... Oui, ce groupe, c'est drôle parce que, par exemple, dans le livre de Talbot Imlay, il y fait à peine référence. J'ai revérifié là avant de venir. Donc, c'est ce qu'on appelle la petite internationale, en fait. On a appelé ça pendant la Seconde Guerre mondiale la petite internationale. Donc, le groupe international, moi je le connais en allemand, donc le groupe international des socialistes démocratiques. Ouais. Et ce groupe, il est... alors, je suis très contente que vous me posiez cette question, parce que c'est là où il y a le creuset, en fait, des gens que je vais retrouver dans les organisations internationales. Et en particulier, c'est le groupe où se retrouvent ensemble les sociodémocrates de l'Europe de l'Est, parce qu'il y en a beaucoup, et les sociodémocrates d'Europe du Nord, donc, puisque ça se passe en Norvège, Norvège et Suède, et les Allemands. Et on a Brandt et on a Kreisky, donc ceux qui sont du côté des pays combattus en fait par les autres, mais ils sont ensemble. Et là, ils sont vraiment ensemble. Alors que dans l'international socialiste, c'est beaucoup plus compliqué avec les Anglais. Hein. Donc là, ça marche très mal l'internationalisme. D'ailleurs, bon, ça, il me le dit très bien. Ça marche très mal l'internationalisme socialiste pendant la Seconde Guerre officielle. Mais il y a ce réseau-là qui, à mon avis, est beaucoup plus utile ensuite pour comprendre ce qui se passe quand on regarde. Et en fait, on a là-dedans, on a Myrdal. On a Kreisky, on a Brandt, on en a plein. On a tous ceux qui vont ensuite jouer un rôle extrêmement important, précisément dans ces relations Est-Ouest. Et en partie, c'est fondé sur une sociabilité qui est une sociabilité qui s'est créée à ce moment-là. Et en plus, autre chose qui, à mon avis, a été fortement négligée à cause de la guerre froide, focalisation guerre froide, c'est l'antifascisme. En fait, ils sont ensemble et ils sont mordicus attachés à la charte de l'Atlantique,
Hein, ils sont vraiment, pour eux, c'est vraiment très important, la charte de l'Atlantique. C'est-à-dire, leur objectif, c'est le combat commun contre le nazisme et contre le fascisme en général. Hein, le nazisme allemand, bien sûr, mais le fascisme en général. Et ça va les porter jusque dans les années 70. Moi, j'ai été quand même extrêmement frappée, mais je vous assure, c'est quand même très étonnant. L'antifascisme qui est, en fait, totalement recouvert par le discours de guerre froide, mais volontairement quand même, hein, parce que, je veux dire, ça a permis d'éviter la dénazification en Allemagne de l'Ouest, il faut quand même le dire. Bon, donc, c'est quand même ce qui s'est passé. Je veux dire, quand on regarde les ministères, etc., ils sont tous restés en place pratiquement. Hein. Donc, maintenant, on peut le dire, puisqu'il n'y a plus d'Allemagne de l'Est, et pour dire que c'est comme ça, alors maintenant, les Allemands de l'Ouest enfin ouvrent les yeux sur le fait qu'il n'y a pas eu de dénazification. Bon, donc en fait, en gros, l'antifascisme a été effectivement recouvert par le discours de guerre froide. Mais dans la réalité des faits, ces gens, ils sont restés. Et ils sont là dans les organisations internationales. Donc, eux, avec toute cette espèce de creuset de la Seconde Guerre mondiale, on les retrouve dans les organisations internationales. Myrdal, alors Brandt et Kreisky ne sont pas dans les organisations, ils ne sont pas fonctionnaires internationaux, mais enfin Kreisky c'est Vienne, et Vienne c'est vraiment la plateforme internationale Est-Ouest, hein, avec des organisations dédiées, avec IASA, donc une organisation scientifique, avec l'UNIDO, donc l'Organisation pour le développement industriel qui arrive en 66, avec surtout l'Agence pour l'énergie atomique, 56 déjà, avec plein d'autres organisations qui sont des organisations non officielles, et c'est pas du tout un hasard que ça soit à Vienne, que ce soit en Autriche et que ce soit Kreisky. Hein, pas du tout un hasard, évidemment. Alors, encore une fois, Kreisky lui-même se déclare comme un anticommuniste. Il l'est d'ailleurs, de même que Brandt, il n'est pas du tout pro-communiste, hein, ni les uns ni les autres. Mais pour les mêmes raisons que j'ai déjà expliquées, au fond, il considère que c'est... Et puis aussi, alors à partir des années 60, très clairement, il y a cette idée de la convergence, c'est-à-dire en fait de miner le socialisme de l'intérieur. Hein, de miner ces régimes de l'intérieur en soutenant les rapprochements, etc. Donc oui, ce groupe, il est à mon avis totalement essentiel et trop négligé dans la manière dont on regarde en fait l'internationalisme socialiste. Et alors du coup, est-ce que l'international socialiste est un acteur qui apparaît quand même? Est-ce que il y a une courroie entre les organisations internationales que vous étudiez et cette internationale socialiste? Eh bien justement, non. Non. Justement, je la vois pas. Même à travers Brandt ou... Bah, pas tellement, non. Franchement, franchement, je la vois pas. Et même dans le rapport Brandt, par exemple, qui quand même joue un rôle très important. Alors, l'internationale socialiste, elle prend position. Alors, parce qu'au fond, ils ont quand même eu des positionnements qui étaient quand même un peu compliqués. Hein, franchement, à l'égard de la décolonisation, par exemple, ils ont quand même vraiment du mal à se positionner. Hein. Donc, du coup, ils sont vraiment en décalage par rapport aux organisations internationales. D'accord, donc une internationale technocratique qui ne croise pas réellement les internationales politiques. Ouais, ce qu'on appelle technocratique, moi je voudrais quand même, parce que le terme est généralement péjoratif, oui. Et on dit oui, oui, on dit c'est des technocrates, etc. Mais ils font de la politique ces gens, ils la font différemment et ils la font bien. En fait, si on essaye de regarder. Ouais. Donc, voilà, je ne voudrais pas dire qu'il y a les technocrates d'un côté, quelqu'un comme Myrdal, moi, c'est quelqu'un pour qui a fait des choses extraordinaires dans la possibilité, en fait, de maintenir la Pologne à l'intérieur des organisations internationales de la Tchécoslovaquie, etc. Et il a, d'une certaine manière, permis de faire monter une génération qui est la génération des gens qui vont en fait pouvoir, alors bon, ils ont ensuite été écrasés par le populisme, mais qui vont en fait permettre de faire la transition en douceur, parce que cette transition, elle s'est passée en douceur. On oublie ça, on a l'impression, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de... Voilà, les tables rondes en Pologne, etc. On a formé, il y a eu des gens qui ont été formés à ça. Et ils ont été formés en partie, pas exclusivement bien sûr, hein, mais en partie dans ces organisations, en partie dans le maintien de ces liens, etc. Et là, les organisations, elles ont joué un rôle souterrain, parce qu'elles jouent toujours un rôle souterrain, mais elles ont joué un rôle souterrain qui est non négligeable. Alors dans la séquence que vous décrivez, on part d'un premier moment, en gros, l'après-Seconde Guerre mondiale, qui serait celui du triomphe de l'internationalisme libéral, et on termine avec le globalisme néolibéral. Donc on a l'impression d'une séquence durant laquelle on a
des émergences d'internationalisme, mais qui font un peu flop durant Mhm. cette séquence guerre froide. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur justement les mécanismes? Qu'est-ce qui fait que l'internationalisme communiste tente, mais est assez vite un second internationalisme, Ouais. et qu'en réalité, il est balayé, alors, Ouais. le tournant, seconde moitié des années 70 à peu près, et années 80? Merci pour cette question parce qu'elle est vraiment très importante et je pense que peut-être que là, c'était pas toujours très très facile d'expliquer tout ce qui se passe parce qu'il y a énormément de niveaux évidemment d'interprétation. Alors d'abord, il n'y a pas dans le livre, je montre que il y a un acteur qui très important et qu'on voit très bien dans les organisations internationales, c'est les pays qu'on appelle du tiers-monde. Alors, je garde le terme tiers-monde parce que c'est une approximation qui n'est pas trop mauvaise. Et en plus, et donc, eux, ils ont leur propre agenda. Enfin, il y a, disons, un discours, il y a une organisation, il y a une mise en parole de ces pays-là, qui est une mise en parole spécifique et qui est extrêmement précoce et qui a été très largement négligée dans l'historiographie et qui ne se réduit absolument pas à une plateforme, ces pays ne sont pas une plateforme où l'Est et l'Ouest se font la guerre. Ils ont vraiment un agenda spécifique. Et cet agenda spécifique est essentiel pour comprendre en fait l'entrée dans les néolibéralismes. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dès les années 40, les pays qui sortent de la décolonisation ont une revendication qui est une revendication essentielle, qui est la revendication des droits de l'homme, et elle n'est pas du tout portée par les Américains à ce moment-là, contrairement à ce qu'on dit en général, ce que disent les historiens américains, qui bien sûr ne regardent que les Américains. Donc, elle n'est pas portée par les Américains, qui eux, au contraire, ne veulent surtout pas entendre parler des droits de l'homme, les Anglais à ce moment-là, parce qu'il y a encore des colonies, puis il y a surtout le problème noir aux États-Unis, hein, donc ils veulent surtout pas entendre parler à ce moment-là des droits de l'homme. Ils ont même voulu pratiquement supprimer la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc, ceux qui portent, et c'est pas non plus l'Union soviétique qui porte les droits de l'homme, même s'il y a en fait toute une pensée, maintenant les gens travaillent là-dessus, hein, toute une pensée des droits de l'homme à l'Est, hein, contrairement à ce qu'on a dit. Bon. Mais passons, ceux qui portent les droits de l'homme à ce moment-là, c'est plutôt les pays nouvellement décolonisés, l'Inde, mais aussi les pays d'Amérique latine comme le Chili, etc. Bon. Et ce qui regarde derrière les droits de l'homme, c'est pas ce qu'on y a mis après à partir d'Helsinki, hein, la réduction libérale, comme j'appelle ça, c'est-à-dire exclusivement les droits politiques, mais beaucoup les droits économiques et sociaux, qui sont pas donc pensés à l'origine exclusivement par les communistes. Eux ne sont pas du tout des communistes, hein. Mais le droit, en fait, au développement. Ils considèrent qu'ils ont été exploités, etc., et que donc ils doivent avoir un droit au développement. Ce droit au développement, donc, il est formulé dès la fin des années 40. Enfin, il est formulé au moment où on discute la Déclaration universelle, en fait, des droits de l'homme. Là, on a regardé très précisément et on voit très bien qui est-ce qui s'exprime en faveur des droits économiques et sociaux. Et c'est surtout donc les pays du tiers-monde, les Indiens, mais aussi les Yougoslaves beaucoup. Voilà. Donc, en fait, mais ces Yougoslaves, il faut bien comprendre, c'est de la première périphérie européenne. C'est l'Europe sous-développée, en fait, hein. Tous les pays d'Europe de l'Est, à part la Tchécoslovaquie, c'est cette Europe sous-développée, celle qu'on appelle l'Europe B, dans la période de l'entre-deux-guerres. Bon. Et donc, c'est ça les droits de l'homme pour eux. C'est les droits au développement, les droits à la sortie de la pauvreté, etc. Bon, c'est aussi les droits politiques, mais c'est essentiellement ça à l'époque. Bon. Et en fait, ils restent sur cette lignée, ils formulent ce projet, ils restent sur cette lignée, et il le reste sur cette lignée dans les organisations internationales où ils s'organisent à partir des années 60, dans le G77, etc., bon, dans le groupe 77. Bref, les organisations internationales, pour eux, ça va être vraiment la plateforme à partir de laquelle ils vont se faire entendre, parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Hein, ils arrivent plus tard, donc ils n'en ont pas d'autres. Bon. Et ils vont formuler en 1974 le projet de nouvel ordre économique international qui a été largement oublié parce qu'il a fait flop, mais qui est extrêmement important parce qu'il s'inscrit en fait dans toute cette lignée, hein, qui commence, ça ne tombe pas du ciel, hein, le projet de nouvel ordre économique international, ça s'inscrit dans toute cette lignée. Bon. Or, ce projet de nouvel ordre économique international, il n'est pas anticapitaliste, hein, mais il est en faveur d'une réorganisation très en profondeur de l'économie mondiale. Et en particulier, donc, parce que ces pays sont parfaitement conscients du fait que pour assurer leur souveraineté politique, enfin les dirigeants de ces pays, parce que ces pays eux-mêmes,
ça n'existe pas un pays qui pense quelque chose. Donc les dirigeants de ces pays donc, sont parfaitement conscients du fait que pour assurer la souveraineté et politique de leur pays, et en ce sens ils sont proches évidemment du léninisme, donc c'est pour ça qu'on les a mis ensemble, mais c'est juste la pensée de pays sous-développés en fait. Hein. Donc eh bien, il faut assurer sa souveraineté économique. D'où ce nouvel ordre économique international, ce projet de nouvel ordre économique international qui demande le droit à la nationalisation des ressources pour éviter justement que les ressources soient pillées par d'autres, et aussi la régulation de l'activité des multinationales. En fait, c'est un sujet qui a déjà été discuté dès les années 60. Mais bon, ça, je passe sur cette généalogie. Bref, donc les multinationales, on sait, à AT&T, au Chili, les coups d'État, etc. Bon. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors, quand on regarde très précisément ce qui se passe, on voit qu'il y a à ce moment-là, et c'est pas la crise du pétrole, on voit qu'il y a à ce moment-là une mobilisation, mais énorme, de différents acteurs, alors qu'on pourrait appeler du capitalisme international si vous voulez, soutenu évidemment par les usual suspects, c'est-à-dire très rapidement, parce que les élections vont dans ce sens, Thatcher en Grande-Bretagne, puis Reagan aux États-Unis, mais la Chambre de commerce internationale, les grandes organisations patronales internationales, la Chambre de commerce des États-Unis, etc. Mais là, moi j'ai mes collègues de Lausanne en particulier qui travaillent là-dessus. Alors les Suisses travaillent beaucoup là-dessus parce que les multinationales suisses, on connaît, hein, Nestlé, alors c'est le fer de lance de tout ça. Bon, donc là il y a une mobilisation extrêmement forte, extrêmement puissante. Ils ont pris ça très au sérieux, mais vraiment, mais extrêmement au sérieux. Et d'autant qu'il y a le fameux rapport Brandt, donc quand même, voilà, si on lit le rapport Brandt, il était quand même, donc qui est mis en place justement à l'issue de ce projet de nouvel ordre économique, enfin de cette déclaration de nouvel ordre économique international qui a été votée par l'Assemblée générale des Nations unies à la majorité. Et donc là, il y a le Club de Rome, etc. Donc on commence à réfléchir à réorganiser effectivement tout ça. Le rapport Brandt dans lequel il y a Brandt, mais il y a aussi il y a Pisani pour la France et surtout le Suédois qui s'est fait assassiner. Olof Palme, excuse-moi, c'est quand même incroyable de ne pas se souvenir de ce nom. Voilà. Donc bon, là aussi, on a des sociodémocrates. Et on a aussi des gens du Sud et des acteurs du Sud et des acteurs de l'Est. Bon, ils vont dans le sens, effectivement, pareil, d'une réorganisation, en fait, de l'économie. Alors, évidemment, le rapport Brandt, il est présenté en 80 à Cancun, au sommet du G7. Il est abandonné, hein, immédiatement. Voilà, c'est terminé. Donc, en fait, moi je pense, enfin mon interprétation, et j'en ai discuté avec un certain nombre de collègues qui pensent un peu la même chose, je pense que le néolibéralisme, bon, il n'a jamais cessé d'exister, il était toujours là, hein, la Société du Mont Pelerin était là, tout le monde était là, ils avaient été formés, l'école de Chicago et tout ça, mais la mobilisation néolibérale, c'est-à-dire dire, maintenant on sonne la fin de la partie, et on va réorganiser les choses de manière totalement différente. C'est fini les projets d'organisation du monde. Là, on n'en veut plus. C'est, à mon avis, c'est ça. Et ça, c'est pas les communistes. C'est vraiment les pays du tiers-monde. Donc, le basculement, ce serait le projet de nouvel ordre international. C'est ça, de nouvel ordre économique international. Pour moi, c'est ça c'est ça le basculement. Et donc, ça correspond relativement bien à la chronologie habituelle, c'est-à-dire que c'est à partir de la deuxième moitié des années 70 qu'en fait on voit arriver. En même temps, il y a une nouvelle génération qui rentre dans les organisations internationales. Les organisations internationales, de nouveau, c'est incroyable de regarder comment le discours change. Prenons par exemple la CNUSED, donc, qui est le lieu en fait où s'est exprimé le tiers-mondisme. Hein. Donc, on a pris Biche d'Amérique latine, enfin tous ces économistes en fait de la dépendance, etc.
Et ben, la CNUSED, elle change complètement de discours dans la deuxième moitié des années 70. Et maintenant, regardez le site de la CNUSED sur l'ONU, mais c'est juste incroyable. C'est plus du tout le même discours. C'est plus ce discours tiers-mondiste. C'est plus du tout ce discours de oui, on va réorganiser l'économie mondiale en faveur des plus pauvres, etc. Plus du tout. D'accord. Alors moi, ce que ça m'a inspiré comme remarque, c'est que j'ai l'impression que le tiers-mondisme, en gros, et la social-démocratie s'allient, enfin, ont des intérêts convergents sur les questions nord-sud, avec ce rapport Brandt, la commission que vous décrivez. Et on a un peu l'impression que la social-démocratie est la victime collatérale du combat anti-tiers-mondiste. Alors, je ne sais pas si c'est un raccourci Oui, que vous c'est intéressant que vous valideriez. disiez ça. La social-démocratie, bon, d'abord, comme on l'a dit, elle a eu quand même une attitude hyper ambiguë à l'égard de la décolonisation. Enfin, il y a en tout cas des sociodémocrates qui ont une attitude plus qu'ambiguë. Hein, on pense à Guy Mollet, etc. Bon, moi, j'ai regardé les archives des syndicats, donc de la Confédération internationale des syndicats libres, la CISL, à Amsterdam, aux archives d'Amsterdam. Franchement, bon, tant qu'il y a l'AFL-CIO dedans, c'est-à-dire le syndicat américain, donc après ils partent, alors ça va un peu mieux. L'objectif de la CISL, c'est l'anticommunisme. Alors franchement, c'est l'anticommunisme. Mais ils ont parfaitement conscience d'une chose. Alors, c'est toujours pareil hein, avec ces internationalismes. En haut, c'est l'anticommunisme. Et puis, dans les fédérations de métiers, par exemple le rail, eux ils disent mais non, nous on peut très bien travailler avec nos collègues. Je veux dire, on a les mêmes revendications en réalité hein, sur des questions très techniques d'attelage, des choses comme ça. Enfin, je vous passe les détails. Donc voilà. Mais ils ont conscience d'une chose, ça m'a énormément frappé. Ils ont conscience d'une chose, c'est qu'ils sont en train de perdre le combat avec les pays du Sud. C'est-à-dire, les syndicats des pays du Sud ne rejoignent pratiquement jamais la CISL. Quand ils deviennent indépendants, ils rejoignent la FSM, c'est-à-dire l'Internationale syndicale communiste, donc la Fédération syndicale mondiale. Pratiquement tous les syndicats des pays du Sud ont rejoint la FSM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la CISL, c'est-à-dire les syndicats sociodémocrates, alors moi je sais moins pour l'Internationale socialiste parce que je l'ai moins travaillé, mais je sais pour le syndicalisme, les syndicats sociodémocrates n'ont pas su leur parler et ils en sont parfaitement conscients. Ils disent « nous sommes encore prisonniers des réseaux du colonialisme ». Ils le disent, ils l'écrivent dans leur rapport. « Nous sommes prisonniers ». Sur la question des femmes aussi, ils sont en retard. Ils le disent aussi. Ils disent ah oui ben voilà parce qu'ils organisent la FSM, ils organisent beaucoup de choses sur le travail des femmes, etc. Ils ont des symposiums, en particulier en Bulgarie, il y en a un très connu à Vanna, et là ils regardent ça et ils ont peur, ils disent on est en train de perdre du terrain parce qu'on n'est pas et je pense que le rapport Brandt c'est une remobilisation social-démocrate justement pour regagner le terrain qui a été perdu, en partie. Mais bon, là, il faudrait, c'est une hypothèse qu'il faudrait tester parce que il faudrait aller regarder du côté de l'international et comme le livre de Talbot Imlay s'arrête en 60, évidemment, j'ai pas pu regarder. Donc, mais ce serait vraiment une chose à regarder. Il y a aussi le livre de Guillaume Devin, mais il parle pas de ça tellement. Donc, du coup, j'ai pas pu vraiment regarder cette hypothèse. Ouais, j'ai beaucoup parlé de Talbot Imlay, mais il y a quand même surtout le livre en français de Guillaume Devin. Et donc, du coup, effectivement, c'est difficile de savoir. Alors, est-ce que les sociodémocrates seraient une victime collatérale du tiers-mondisme, de la fin du tiers-mondisme ? Ils sont quand même une victime collatérale, je dirais, de l'absence de repères qui a été induit par la vague néolibérale. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit... Enfin, ça peut être une hypothèse parmi d'autres, mais à mon avis, il y a bien d'autres choses pour les sociodémocrates. Alors, vous les mentionnez aussi dans les réseaux sur le pacifisme, par exemple, à la fin de l'ouvrage, les mobilisations pacifistes. Donc, il y a eu d'autres causes que le Sud, mais qui ne sont pas plus victorieuses, en tout cas. Oui. Oh, quand même, là, ils se débrouillent mieux. Les Hollandais, par exemple. Mais il y a aussi un autre acteur dont on n'a pas du tout parlé, c'est sur les églises. Les églises, par exemple, sur les mobilisations pacifistes, parce que, évidemment, quelle est la première organisation internationale, si ce n'est l'Église catholique, qui joue un rôle
souterrain dans mes affaires. Et alors, les protestants encore plus, mais les protestants, ils ne sont pas organisés en international, on peut dire. Mais sauf l'organisation œcuménique des églises, donc qui est à Genève d'ailleurs, qui d'ailleurs joue un rôle très important sur l'altermondisme. Voilà. Et là, on peut avoir peut-être une rencontre avec les sociodémocrates. Je ne sais pas, c'est difficile, je ne sais pas. Il faudrait tester. Il faudrait aller voir plus en détail. Les gens, on a regardé l'organisation œcuménique des églises là. On l'a regardée parce que elle intervient en particulier en relation avec le patronat, la grande organisation chrétienne des patrons, qui joue aussi un rôle très important, en particulier sur la formulation de ce qu'on appelle les codes de conduite, la responsabilité sociale des entreprises, etc. Il y a des éléments de langage qui viennent de là, en fait. Mais là, les sociodémocrates, je ne les vois pas beaucoup. D'accord. Mais ce n'est pas parce que je ne les vois pas qu'ils ne sont pas là. Hein. C'est juste que je ne les ai pas trouvés pour l'instant. Alors peut-être une dernière question qui revient sur les termes, ces termes en isme. Vous parlez beaucoup donc d'internationalisme et au pluriel dans votre ouvrage. Et à la fin, vous évoquez la généralisation du globalisme en faisant un distinguo entre les deux. Alors est-ce que vous pourriez revenir dessus? Et la dernière cerise sur le gâteau, placer l'altermondialisme là-dedans. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que c'est un autre internationalisme? Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il apparaît dans ces années 80? Alors, merci pour le globalisme parce que oui, moi, j'ai pas utilisé le terme de néolibéralisme dans mon livre. En fait, j'ai un peu suivi l'historiographie récente, en particulier le livre de Quinn Slobodian sur les globalistes. Alors du coup, j'ai repris l'expression, je l'ai mise en français. Je préfère, pour le livre en tout cas, donc évidemment, j'ai aussi parlé du néolibéralisme, mais il y a une historiographie constituée beaucoup plus ancienne là pour le coup, hein, de Nord en France, et puis il y en a plein d'autres, sur le néolibéralisme. Mais moi, j'ai préféré parler du globalisme parce que ça permettait de faire une distinction claire entre l'internationalisme d'un côté, donc qui est effectivement un projet d'organisation d'organisation du monde, avec l'idée de la coopération, enfin toute la manière dont je l'ai définie au début, du globalisme qui pour moi, dont la fonction pour moi, la grande différence entre les deux, c'est que c'est d'abord un projet de mise en concurrence. Voilà. Le globalisme, c'est la concurrence. C'est ce qu'on oublie, c'est drôle parce que j'en parlais avec Claire Lemercier il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois, et je lui disais, mais au fond, le néolibéralisme, ce qu'il définit d'abord, c'est la mise en concurrence, c'est pas la dérégulation. Alors évidemment, les deux vont ensemble, mais c'est la concurrence. Et en fait, ce qui caractérise, et c'est pour ça qu'il y a vraiment une rupture pour moi entre l'internationalisme et le globalisme, parce que dans l'internationalisme, il y a quand même l'idée de faire travailler les gens ensemble. Regardez tous ces sociodémocrates qui disent on va faire travailler même l'Est et l'Ouest, même si je suis anticommuniste, etc. Le globalisme, c'est l'idée qu'on met les États en concurrence les uns avec les autres, que le meilleur gagne. Hein, avec cette idée de la mise en concurrence des individus, bien sûr, hein, mais aussi des États. Et donc, c'est en fait véritablement la délégitimation et même en fait véritablement lutter contre le projet d'internationalisme libéral lui-même. Le globalisme, c'est un anti-libéralisme. Hein, faut bien voir les choses comme elles sont. Enfin, un anti-internationalisme libéral. Ils ne sont pas libéraux, ces gens. Enfin, pas libéraux dans le sens de mes libéraux à moi, du 19e siècle, de cet internationalisme libéral. Donc, c'est ça. Et ils produisent ce contre quoi cet internationalisme libéral s'était construit, c'est-à-dire ils produisent du populisme. C'est eux qui le produisent. Hein, avec cette mise en concurrence. Ils produisent du protectionnisme. C'est eux qui produisent ça. C'est ce globalisme qui le produit. Voilà, donc si vous voulez, pour moi c'était très important d'utiliser ce terme pour bien les distinguer. Voilà. Donc, il n'y avait pas de sens à parler du coup d'internationalisme néolibéral, ce serait non. D'accord. Enfin, sauf évidemment, il y a quelques économistes et puis l'économie qui circule, mais il n'y a pas de projet internationaliste. Voilà, il n'y a pas de projet internationaliste néolibéral, certainement pas. Alors là, je suis catégorique. Très bien. Et alors peut-être l'altermondialisme, c'était ma toute dernière question. Est-ce que vous le voyez comme un nouvel internationalisme? Quelle place il aurait dans ce paysage idéologique?
C'est difficile à dire parce que cet altermondialisme, il prend des formes tellement différentes les unes des autres, entre les indignés d'un côté, Occupy Wall Street. Alors ça, c'est une forme que j'ai prise parce qu'en fait, dans l'intermondialisme, bon, il y a, si on prend Attac, évidemment, c'est une association internationale, on peut le dire. Mais Attac est critiquée par ailleurs par des initiatives, je dirais c'est plutôt des initiatives que véritablement des organisations, des initiatives très ancrées, très locales. Et il y a la revendication, qui me fait un peu penser au premier socialisme, hein, la revendication en fait de refonder le monde à partir du local, à partir du très local. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne produit pas éventuellement aussi une forme de pensée internationaliste, mais pour l'instant, moi, je ne la vois pas tellement émerger, si on met Attac de côté. Hein, mais ils sont pas mal critiqués par les autres. Hein, donc, voilà, du coup, il y a une sorte de nébuleuse, là. Alors, peut-être qu'on va voir quelque chose arriver, mais pour l'instant, je ne vois pas de... Non, je ne vois pas encore d'internationalisme altermondialiste, si on les prend tous, hein, si on se concentre pas uniquement sur Attac. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.